J'ai aujourd'hui le très grand plaisir de recevoir en interview mon ami le docteur Roger Lichtenberg, avec qui j'ai eu l'honneur de collaborer à l'écriture du livre Les momies égyptiennes, la quête millénaire d'une technique, paru aux éditions Fayard en 2013. Roger Lichtenberg est radiologue de formation et ancien chef du service de radiologie de l'Institut Arthur Verne à Paris. Sa rencontre avec l'éminente égyptologue Françoise Dunant, professeure émérite de l'Université de Strasbourg, a été l'occasion d'une carrière parallèle en égyptologie. Pendant des années, il a radiographié et étudié plus d'un millier de momies et squelettes d'humains et animaux à Saqqara et dans l'oasis de Rarga. Il a même fait partie de l'équipe qui eut la périlleuse mission de prendre en charge la momie de Ramsès II lorsqu'elle fut envoyée à Paris pour être traitée contre les champignons qui la menaçaient. Et plus récemment, il a été chargé de radiographier des centaines de momies animales du musée des Confluences de Lyon. Cela fait donc quelques années que je me délecte de l'entendre raconter des épisodes de sa carrière en Égypte ou me faire des révélations sur des découvertes vraiment insolites. Et j'ai voulu partager ce plaisir avec vous. C'est grâce au pharaon Ramsès II que tu t'es retrouvé en égyptologie. À l'époque, on est en 1976, l'équipe de scientifiques chargée de l'étudier avait déjà été constituée. Comment t'es-tu retrouvé embarqué dans cette incroyable aventure? Eh bien, l'équipe officielle, disons, était constituée par un chef de service de l'assistance publique spécialiste de radiologie infantile. Alors déjà, à mon avis, il y avait une erreur de casting pour s'occuper d'un pharaon mort environ à 90 ans. On se retrouve en face d'un radiopédiatre. Et Monsieur Balout, le doyen Balout, qui était chargé de l'opération Ramsès II, a senti qu'il avait eu des problèmes, s'en est ouvert à Jean-Louis M, avec qui je travaillais sur les hommes préhistoriques, rien à voir avec l'égyptologie, et on m'a confié la possibilité de refaire des radiographies de Ramsès II, et ce qui m'a et devant le résultat probant, il m'a été ensuite confié des momies dans l'oasis de Karga quelques années plus tard. Lors d'une de nos conversations sur tes travaux à Saqqara, tu m'as raconté une histoire absolument géniale qui concerne la découverte de la nécropole des momies de chat du Bougasteyon. On t'écoute. Eh bien, la nécropole du Boubastellon a été découverte par notre cuisinier qui avait l'habitude de se débarrasser de ses surplus alimentaires, ses épluchures, etc., qu'il mettait devant l'entrée d'une tombe. Et puis un jour, Alain Zivy s'est quand même intéressé à cette entrée car il y avait éparpillé sur le terrain des momies de chats qui se sont avérées remplir pratiquement tous les caveaux qui étaient dans cette tombe. Alors, cette tombe, il y avait la tombe d'un vizir, la tombe de Toutankhamon, de la nourrice de Toutankhamon, et on s'est aperçu que les momies de chats étaient véritablement omniprésentes dans toutes les tombes, car il s'agissait d'une véritable euh, nécropole souterraine dans laquelle on a trouvé de multiples tombes et surtout une quantité incroyable de momies de chats. À Saqqara et à Elder, dans l'oasis de Rarka, tu étais chargé de radiographier deux momies de l'époque gréco-romaine. Ce n'est pas tant leur radio que leur cartonnage qui était exceptionnel. Je te laisse nous raconter pourquoi. À Saqqara, dans la fouille euh, dirigée par Madame Ziegler, qui était à cette époque directeur du service des antiquités égyptiennes au Louvre, euh,
il nous a été donné de trouver une momie qui était tout à fait étonnante. Elle avait, chose extraordinaire en Égypte, les yeux bleus. Or, de toute éternité, que ce soit des vivants ou des morts, je n'ai jamais vu d'yeux bleus sur des gens en Égypte. Donc, c'était probablement une étrangère qui avait été, la femme d'un Grec ou voire d'un Égyptien à l'époque où elle a vécu. Mais ça, c'est une rareté. euh, on ne voit jamais cette affaire. Une autre chose qui nous a toujours interpellés, nous étions donc sur le site d'Elder, qui est un très vaste site centré sur une forteresse d'époque romaine. Et parmi les momies qu'on a trouvées, on a trouvé le masque d'une momie qui ressemblait furieusement à un masque inca. Alors évidemment, il n'était pas question d'imaginer que les Égyptiens anciens avaient traversé l'Atlantique. C'est une coïncidence, un retour à un type tout à fait étrange, mais il faut accepter les bizarreries du sort. Lors d'une séance de radiographie sur le site de Douche dans l'oasis de Rarga, tu es tombé sur une momie masculine un peu particulière. Cette momie avait été emmaillotée en position osirienne, c'est-à-dire les bras croisés, et à l'endroit du sexe se trouvait un élément oblong enveloppé de bandelettes. Vous pensiez qu'il s'agissait de son pénis, mais pas du tout. Raconte-nous. Oui, la première idée, voyant cet petit objet oblong ayant approximativement les dimensions d'un sexe, je me suis dit, ben voilà, il a imité Osiris, dont on sait que son frère Seth avait coupé Osiris au niveau du sexe et que son sexe avait été avalé par un poisson. Eh bien, non. Quand j'ai fait les radios de cet objet oblong, il s'agissait d'une grenouille. Alors, la grenouille, c'est l'animal dédié à Hécate, qui est une déesse de la Renaissance, et on retombe dans le mythe de la Renaissance lié à la momification. À Elder, tu as également radiographié plusieurs momies d'hommes de l'époque romaine qui présentaient tous la même mutilation. Peux-tu nous en dire plus à ce sujet? Ah, là, il se trouve que quand les Grecs ont, et, et les Romains après, ont occupé l'Égypte, la population a été d'une certaine manière contrainte à des travaux importants et qui n'étaient pas toujours du goût des Égyptiens. Et en particulier, il y avait des Égyptiens qui étaient enrôlés dans l'armée pour servir de mercenaires au service des Romains. Et les Égyptiens réagissaient de la manière suivante, ils se mutilaient le pouce de manière à ne plus pouvoir tirer à l'arc. Et bien sûr, leur valeur en qualité de soldats était à ce moment-là annulée. Donc, on a trouvé sur le site d'Elder un certain nombre de momies d'hommes qui étaient mutilés de la sorte.
Toujours à Elder, avec le professeur Françoise Dunant, vous avez fait également une autre découverte, jusque-là inédite. Vous avez retrouvé un atelier d'embaumeur. Et qu'est-ce qui vous a permis de l'identifier? L'atelier d'embaumeur était une espèce de maison, enfin à la rase évidemment, qui faisait une quinzaine de mètres de long sur 3 de large et qui n'avait absolument pas les caractéristiques d'un habitat. Il y avait 3 chambres, on va dire, mais très vite on s'est aperçu qu'il y avait des résidus de momies, qu'il y avait des fragments de momies, des squelettes, des choses qui, bon, sur un cimetière en Égypte, trouver des restes de momies, c'est assez normal, mais là, c'était un aspect tout à fait différent. Ce n'était pas des momies, c'était des restes de momies en cours de confection. Et donc, on a fini par admettre qu'il s'agissait d'un atelier d'embaumeur. Alors, ce caractère est très rare en Égypte. En fait, nous sommes les seuls à avoir découvert un atelier d'embaumeur. Pour quelle raison? Eh bien, il faut imaginer qu'au Der, il y avait 5 nécropoles principales, plus une nécropole chrétienne. Tout cela entraînait un grand nombre de corps à traiter. Il est bien certain que dans une nécropole modeste, eh bien, l'embaumeur venait à proximité et faisait son travail à proximité de la tombe. Et ici, il est certain que, bon, quand on voit la nécropole chrétienne qui est à proximité, qui a 80 tombes et plus, ça a demandé un travail permanent et a justifié l'édification d'un atelier d'embaumeur. Ce qui est, à mon avis, exceptionnel en Égypte. À ma connaissance, on ne connaît pas d'autres cas semblables. Pour finir sur le sujet d'Elder, vous êtes tombé sur une nécropole animale. En quoi était-elle exceptionnelle? Eh bien, c'était une nécropole de chiens. Euh, alors, le chien, bien sûr, c'est le parèdre d'Anubis. C'est pas étonnant que les Égyptiens aient pu faire des momies de chiens. Euh, mais ici, on est tombé sur une tombe qui n'était pas du tout, qui était une tombe euh, humaine, et dans laquelle on a trouvé, aux surprises, des momies de chiens en quantité incroyable, et on s'est quand même posé la question, et il y avait donc euh, un une adoration pour les chiens localement et donc on a trouvé à ce jour une collection de chiens qui est de l'ordre de plusieurs centaines de momies et ces momies on les a partiellement étudiées évidemment compte tenu du nombre et on s'est aperçu que ces momies étaient en général euh, faites à partir d'animaux sacrifiés. On a trouvé des fractures du crâne, des anomalies dans le corps des bêtes, enfin bon, qui prouvaient qu'on faisait ces momies volontairement et que ce n'était pas des animaux trouvés morts dans le désert. Roger, merci beaucoup pour tout le temps que tu as bien voulu nous consacrer. Et pour toutes les personnes qui se demanderaient d'où sort cette momie de crocodile qui décore la bibliothèque de ton salon, peux-tu nous dévoiler cette dernière anecdote?
Oh, c'est un crocodile qui doit venir d'Afrique, bien sûr. C'est un, c'est un crocodile nilotique. Euh, eh bien, un jour, avec mon épouse, on était dans une rue du quartier, on est tombé chez un antiquaire qui avait ce crocodile et naturellement, on s'est laissé aller à l'acheter. Bon, c'est un crocodile du Nil actuel et qui n'a aucune valeur archéologique, bien entendu. Mais bon, c'est notre petit copain.